Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des villes qui n'existent plus. Le premier épisode vous avait particulièrement plu et si jamais vous ne l'avez pas encore vu, séance de rattrapage en fiche en haut à droite sur votre écran. Avant que cette vidéo commence, je voulais vous prévenir que si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, c'est maintenant possible directement sur YouTube avec le bouton rejoindre qui est juste à côté de celui pour s'abonner. Vous avez 3 niveaux de soutien à partir de 3 € par mois avec de petites contreparties comme un badge devant votre pseudo et des émoticônes exclusives. Cependant, je vous rassure, il n'y a rien d'obligatoire et vous ne perdez rien si vous ne payez pas. C'est pour ça que les contreparties sont pas très importantes. Le but n'est pas de créer une vraie différence entre les abonnés qui payent et les autres. Bon, après ce blabla, j'espère que vous êtes prêts pour découvrir 5 villes qui ont disparu. C'est parti! Commençons cette vidéo par parler d'une ville antique disparue. Et pour ça, on prend l'avion et on part en Algérie, à 50 km de Sétif, à Djemila. Djemila, c'est une ancienne cité romaine fondée en 96 sur le flanc d'une montagne du massif de l'Atlas, à 900 mètres d'altitude. Djemila est littéralement une perle. D'une part car Djemila signifie la belle, et ensuite parce que c'est une prouesse urbanistique. C'est une ville romaine, mais adaptée pour être installée sur le flanc d'une montagne, qui était à l'époque un carrefour stratégique. Après sa fondation en 96, la ville se développe avec un forum, un théâtre de 3000 places, un capitole, des thermes, ce qui est assez classique. Ce qui l'est moins par contre, c'est son nom, puisque la ville s'appelait Cuicu. Vous pouvez y aller sur les jeux de mots avec aller se faire cuire le cul, je vous en prie. La ville continue de s'agrandir, on construit un second forum qui sera appelé la place des Sévères, qui est la dynastie régnante à Rome à l'époque, ainsi que le temple septimien. Au 3e siècle, la ville compte 10 000 habitants. Et au 4e siècle, tout change, car la ville est christianisée. Donc on retrouve un ancien quartier chrétien avec une basilique et un baptistère. Puis l'Empire romain se casse la gueule, les Vandales occupent la ville, persécutent les chrétiens qui fuient, puis la ville est récupérée par l'Empire byzantin, et d'un coup, elle disparaît totalement des radars au 6e siècle. L'hypothèse la plus probable serait un pillage, mais rien n'est sûr. La ville est redécouverte au 19e siècle et fouillée au début du 20e. On retrouve une myriade d'objets d'époque qui restent hyper bien conservés, tout comme la ville. Cette dernière est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982, et sur le site de l'UNESCO, on peut lire que Cuicu est l'un des plus beaux ensembles de ruines romaines du monde. Rien que ça. D'ailleurs, on y retrouve aussi un arc de triomphe, l'arc de Caracalla, qui a failli se retrouver à Paris. En 1839, le duc Ferdinand Philippe d'Orléans redécouvre la ville et à la vue de cette arche, il veut l'emmener à Paris et y inscrire l'armée d'Afrique à la France. Le projet est concrétisé, mais le duc meurt et finalement c'est abandonné. Aujourd'hui, Djemila possède aussi une ville nouvelle, proche de l'ancienne et qui compte 28 000 habitants, ainsi qu'un musée proche des ruines où sont entreposés les objets trouvés lors des fouilles. Djemila possède aussi un festival international de la chanson arabe qui avait lieu à l'époque dans les ruines directement. Cependant, pour des questions de sauvegarde du site, le lieu du festival a été changé en 2012. Je vais finir avec une citation d'Albert Camus sur Djemila. Lorsque surgit enfin sur un plateau aux couleurs éteintes, enfoncé entre de hautes montagnes, son squelette jaunâtre comme une forêt d'ossements, Djemila figure alors le symbole de cette leçon d'amour et de patience qui peut seule nous conduire au cœur battant du monde. Continuons en partant cette fois-ci à Taïwan. Vous savez, la mode ces dernières années, c'est les vacances un peu originales, comme dormir dans une cabane dans un arbre ou dans une bulle en pleine forêt. Je pense que certains d'entre vous ont déjà testé ça, et ça a l'air plutôt cool. Mais n'avez-vous jamais rêvé de dormir dans une soucoupe volante? Eh bien, c'était le projet du district de Sanzhi, au nord de Taipei, la capitale de l'île. La construction de ces pods habitables commence en 1978, avec comme objectif d'en faire un resort pour les vacances. Mais dès les années 80, le projet est abandonné par manque de moyens, et car selon des rumeurs, il y aurait eu plusieurs accidents de voitures et des suicides dans la ville car ils auraient coupé la statue d'un dragon en deux pour agrandir la route pour entrer dans la ville. Et sinon, on parle aussi que la ville se situait sur un ancien cimetière néerlandais du XVIIe siècle. Après, peut-être que maudit sur maudit, ça s'annule, je sais pas. En tout cas, les maisons ovnis, comme on les appelle, déjà construites, sont laissées à l'abandon, ce qui donne des images vraiment stylées d'une ville futuriste abandonnée. J'imagine que ça vous donne envie d'y aller. Désolé pour le coup de clim, mais tout a été rasé en 2010, donc ces photos seront les seules choses que vous verrez de la ville futuriste de Sanzhi. Et j'avoue que c'est un peu triste tellement ça avait l'air cool. Pour finir par une anecdote, cette ville s'est trouvée dans un jeu vidéo. Dans Call of Duty Black Ops 2, on retrouve une carte du nom de Pod, se situant à nouveau Taipei et reprenant ces maisons ovnis qui ont été construites en vrai à Taïwan. Passons à la troisième ville de cette vidéo, et là ça ne va pas du tout être joyeux vu qu'on va parler d'Oradour-sur-Glane en Haute-Vienne. Oradour, c'est un village français tout ce qu'il y a de plus classique, avec 1500 habitants avant la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière ne change pas grand chose, comme le village se trouve loin des fronts. En juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie, et donc la division SS Das Reich, stationnée à Montauban, doit bouger vers le nord et passe par le Limousin, qui est une terre de maquis et de résistance. Donc on leur fait comprendre qu'il faut faire peur aux habitants sur le chemin. Le 9 juin 1944, ils pendent 99 personnes à Tulle, dans ce qui sera
sera appelé le massacre de Tulle, et le 10 juin 1944 sera connu, lui, pour le massacre d'Oradour-sur-Glane. Les SS rassemblent les habitants sous prétexte d'un contrôle d'identité sur la place principale du village et séparent les hommes et les femmes avec leurs enfants. Pour les habitants, rien de stressant pour l'instant. En période de guerre, ça peut arriver, ils ne cachent rien dans le village, et puis de toute façon, la règle implicite, c'est qu'on touche pas aux femmes et aux enfants, donc il n'y a rien à craindre. Les deux groupes sont séparés. Les femmes et les enfants sont emmenés dans l'église du village, alors que les hommes sont séparés en petits groupes et emmenés dans des ateliers. Ces derniers sont poussés au fond des granges, toujours sans crainte, parlant même du prochain match de foot qui aura lieu. Ils seront fusillés par les SS. Bon, déjà ça c'est horrible, mais au moins il reste les femmes et les enfants dans l'église. C'est la maison de Dieu, il peut rien leur arriver. Les SS rentrent dans l'église bondée, installent des explosifs ainsi que du gaz de combat et allument les mèches. Cependant, comme ce n'était pas assez puissant, ils rentrèrent pour tuer toutes les femmes et enfants qui ne l'étaient pas encore. L'église sera incendiée, comme tout le village, pour empêcher l'identification des corps. Les SS tueront à Oradour 643 personnes, et seulement 6 personnes présentes dans le village survivront au massacre. 5 hommes mitraillés par les SS et une seule femme dans l'église qui sauta à travers un des vitraux. Après la guerre, Oradour-sur-Glane devient un village martyr. Un nouveau bourg est construit pour accueillir les rescapés et un centre de la mémoire est inauguré en 1999 par Jacques Chirac. Il y a aussi eu le procès de Bordeaux pour juger les malgré nous, qui sont les Alsaciens et les Mosellans enrôlés dans la SS qui ont participé au massacre, mais on en parlera dans une autre vidéo car c'est un sujet très complexe et encore sujet à débat aujourd'hui. Je me suis rendu au mois de juillet à Oradour-sur-Glane et c'est vraiment très prenant de se balader dans les ruines de cette ville figée dans le temps. Si vous êtes à Limoges ou à Bordeaux, faites un détour à Oradour-sur-Glane, recueillez-vous devant les nombreux panneaux Souviens-toi et baladez-vous dans cette église dans laquelle on ressent encore une atmosphère très particulière. Et si vous voulez en voir plus sur la ville, je vous conseille la vidéo de Thibaut InShape sur le massacre. C'est très bien résumé et documenté. De plus, il a rencontré Robert Ebras, le dernier rescapé encore vivant de cette tragédie. Le lien est dans la description. Oradour-sur-Glane est assez connu aujourd'hui, cependant il reste important d'en parler pour ne jamais oublier ce qu'il s'y est passé. Continuons cette vidéo en partant un peu en vacances pour se changer les esprits. On est fin août, donc on peut encore profiter un peu du soleil. Pour ces vacances, j'ai décidé qu'on allait se rendre dans une station balnéaire en Argentine, à 500 km au sud-ouest de Buenos Aires, à Epecuén. Vous allez me dire que c'est pas au bord de la mer, donc c'est pas très logique que ça soit une station balnéaire. Cependant, Epecuén est au bord d'une lagune remplie d'une eau extrêmement salée, comme la mer morte. D'ailleurs, Epecuén signifie en mapuche la brûlure que laisse le sel sur la peau. Comme l'eau salée aurait des vertus bénéfiques pour le corps, à partir de 1920, on construit les premiers hôtels et centres de soins pour s'occuper de l'arthrite, des rhumatismes, enfin des bobos de personnes âgées grâce aux boues présentes au fond de la lagune, et Epecuén devient une station thermale, tout ce qui est de plus classique. La ville accueillait plus de 25 000 touristes l'été et possédait une piscine d'eau douce, des hôtels de luxe, des terrains de tennis, enfin bref, tout pour passer de belles vacances. Mais on est dans une vidéo où les villes ont disparu, alors qu'est-il arrivé à Epecuén? En 1975, le gouvernement creuse des écluses entre les différents lacs de la région pour éviter les sécheresses et les crues. Mais à partir de 1976, l'Argentine devient une dictature sous les ordres de Jorge Rafael Videla. Donc l'entretien des écluses est abandonné et ces dernières ne servent plus à rien. L'eau commence à monter avec insistance, on parle de 50 cm par an, jusqu'à menacer Epecuén. Les habitants érigent une digue qui tiendra quelques années avant de céder le 10 novembre 1985. L'eau hyper salée, presque corrosive, s'engouffre dans les rues de la ville et continue encore et encore de monter. Les gens évacuent ce qu'ils peuvent de chez eux, certains iront même jusqu'à déterrer les tombes du cimetière pour éviter de les perdre, et au bout de 2 semaines, il y a 2 mètres d'eau qui recouvrent la ville, et ça sera au total plus de 10 mètres au bout de quelques mois. C'est que en 1993 que l'eau commença à diminuer, et dans les années 2000, on put revoir enfin la ville. Les arbres ont été rongés par le sel, tout comme tout ce qui est métallique. Les voitures sont encore dans les rues, les maisons sont toutes en ruine. De nos jours, la station balnéaire d'Epecuén est redevenue un spot touristique, mais pas pour les mêmes raisons qu'antan. Finissons cette vidéo sur une note un peu plus légère, avec une ville abandonnée aux États-Unis, Santa Claus, dans l'Arizona. Alors pour ceux qui ont séché les cours d'anglais au collège, Santa Claus c'est le Père Noël, et l'Arizona c'est l'un des états américains les plus chauds et arides, pas franchement propice pour les rennes et le traîneau tout ça. Alors, la ville de Santa Claus existait car, dans les années 30, une certaine Nina Talbot vient s'occuper d'un motel dans la région, et elle se dit, tiens on va créer un village vacances sur le thème de Noël. Et donc, elle crée la ville de Santa Claus, qui est, à l'ouverture en 1937, une espèce d'aire d'autoroute avec un thème de Noël. Alors, en entendant ça, vous vous dites sûrement que l'idée est claquée au sol. Pourtant, ça marche pas mal. On retrouve un resto, un hôtel, un espèce de chalet suisse, des ateliers pour les cadeaux, et surtout, plein d'enfants envoient leurs lettres au Père Noël chez Nina Talbot, et il est possible d'y rencontrer le Père Noël à l'année. Ça devient donc une destination touristique pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, le projet ne décolle jamais vraiment. Ça reste un petit resto au bord de l'autoroute, comme il en existe plein aux États-Unis. Et les gens qui vivent à Santa Claus sont les employés du diner ou de l'hôtel.
La ville fait quelques fois parler d'elle, comme quand l'actrice Jane Russell y mange en 1952 ou quand le magazine Popular Mechanics en parle en 1961, mais sinon, elle commence gentiment à tomber dans l'oubli jusqu'à disparaître totalement des cartes de l'état d'Arizona dans les années 80. Nina avait senti le flop, donc elle avait déjà vendu Santa Claus en 1954, et elle a bien fait, vu qu'en 1988, Santa Claus c'est 3 pauvres baraques immondes avec une déco datée, et ça donne pas vraiment envie d'aller y manger un bout. En gros, là, c'est déjà foutu pour Santa Claus. Tout le site ferme en 1995, la dizaine d'habitants quitte les lieux, les bâtiments ont eux été tagués et saccagés, et début 2022, tout a finalement été rasé, donc malheureusement, vous ne pourrez jamais visiter Santa Claus dans l'Arizona. Cependant, des vidéos existent sur YouTube d'urbex de la ville, je vous mets les liens en description et en fiche si vous voulez y jeter un coup d'œil. Cependant, je vous rassure, la boîte postale du Père Noël a été déplacée dans la ville de Santa Claus, mais dans l'Indiana. Donc finalement, vous pourrez peut-être quand même visiter la ville du Père Noël, ou sinon, vous pouvez toujours aller en Laponie, comme on l'avait vu dans un méconnu sur la chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur 5 villes qui n'existent plus, j'espère que ça vous a plu et dites-moi en commentaire dans laquelle de ces villes vous aimeriez le plus vous rendre. N'oubliez pas que vous pouvez maintenant rejoindre les sponsors de la chaîne si vous voulez me soutenir financièrement et aussi bien évidemment vous abonner, laisser un pouce bleu et venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. À la prochaine dans la Géozone, ciao!